Le retail en France, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis plusieurs années? On voit plein de magasins qui sont fermés, plein d'entreprises qui décident même totalement de faire que du digital parce que ça fait de la croissance, etc. Mais est-ce que ça fait tant de croissance que ça? Parce qu'en fait, quand tu vas en frontal contre un Amazon, Zalando, etc., faut quand même avoir les reins solides. En fait, c'est un autre métier. Tout ne s'achète pas forcément sur Internet. Et c'est pour ça que des fois, c'est bien d'avoir aussi la vitrine Internet et la boutique. Il faut aussi avoir des bons employés. Si on n'a pas des personnes très qualifiées sur la partie vente, en fait, c'est plus un caillou dans la chaussure qu'autre chose. On peut faire venir des gens et ça convertit pas. Et donc, au final, on se rend compte que mieux, ce serait d'utiliser du coup les points forts qu'on a avec les magasins et avec le digital. Comment on fait ça? Je pense qu'il n'y a aucun de nos clients sur lesquels on l'a fait qui s'est dit j'aurais pas dû le faire. Au contraire, je pense qu'ils se sont sûrement dit j'aurais dû le faire il y a 2 ans. Oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Bottlenecks, l'émission dans laquelle on traite des goulots d'étranglement de marketing, c'est-à-dire des sujets complexes qui freinent la croissance des entreprises. Je suis Florent Guilbeault, le Head of Data de Kudak, et aujourd'hui, je suis accompagné de Jules et Lilian. Salut. Pour ce deuxième épisode, on va aborder le sujet du Drive to Store. On a eu l'occasion de traiter avec quelques clients de Kudak. Comment est-ce qu'on fait pour trouver le bon objectif de campagne? Comment est-ce qu'on réussit à traquer aussi des résultats concrets en sachant qu'on est dans une période un peu complexe? Et donc l'idée, ça va être de voir comment est-ce que nous, Kudak, on recommande d'y répondre. Aujourd'hui, quand on se balade dans la rue, c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui sont sur leur téléphone. Alors, dans le retail, on a mis beaucoup d'intentions dans les vitrines et l'idée, ça a toujours été que les gens s'arrêtent et aient envie de rentrer dans le magasin et rentrent dedans, et puis évidemment, après qu'ils achètent. Mais si tout le monde est sur son téléphone, personne ne voit les vitrines en fait. Donc ça veut dire que la manière habituelle de faire rentrer des gens dans les boutiques, c'est plus la même. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'ils peuvent regarder des contenus sur des magasins sur leur téléphone. Donc en fait, ils peuvent passer devant votre magasin dans la rue et être en train de regarder une vidéo sur votre magasin et ne pas s'en rendre compte. Si vous arrivez à trouver un juste milieu, vous pouvez réussir à synchroniser les deux entre guillemets et faire en sorte de utiliser les outils du digital pour faire venir les gens en magasin. Mais avant de rentrer là-dedans, on va juste prendre le temps de revenir un petit peu sur le premier point qui est la situation aujourd'hui du retail en France, mais je pense qu'elle est aussi valable dans beaucoup d'autres pays. Et donc pour démarrer, je vais peut-être vous poser une première question, Lilian, Jules. Le retail en France, qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis plusieurs années? Pourquoi tout le monde dit et tout le monde pense que c'est galère, que c'est difficile et on voit plein de magasins qui sont fermés, plein d'entreprises qui décident même totalement de arrêter leur réseau retail et de faire que du digital. Pourquoi on en est arrivé là en fait? Ouais, déjà, je pense qu'il y a le digital qui est arrivé, qui a mis quand même un sacré coup au retail physique parce que une partie des gens qui consommaient exclusivement offline, parce qu'il n'y avait que ça, se sont mis à consommer online. Donc des personnes qui étaient plutôt attirées par ce mode de consommation, tu vois, qui n'étaient pas réfractaires en tout cas au online, parce qu'il y en avait d'autres quand même qui préfèrent et qui préfèrent toujours le offline, mais ça leur a déjà fait mal. Puis après, je pense aussi qu'il y a quand même les coûts d'exploitation. Le fait d'avoir des boutiques, c'est quand même vachement plus coûteux que d'avoir simplement un site web. Donc forcément, c'est un désavantage pour eux. Ouais. Voilà. Enfin, c'est une bonne intro pour expliquer le sujet. Ce phénomène-là a été accentué par notamment la crise du Covid, puisque pendant 2 ans, on n'a quasiment eu aucune boutique ouverte. Donc en fait, tout ce premier cheminement de consommer online a été encore plus accentué avec cette pandémie, puisque du coup, c'était le seul canal disponible finalement. Et ce qui fait que énormément de personnes sont restées dessus derrière aussi, puisqu'en fait, on s'est très bien rendu compte que consommer online, ça a beaucoup d'avantages. On perd quand même moins de temps aussi à se déplacer, à passer de magasin en magasin. Enfin, je pense que, je sais pas si vous faites du shopping, mais ça m'arrive d'en faire offline et je me rends compte que ça me prend un temps fou comparé à ce que ça me prend online, mais ça a des avantages aussi. C'est pour ça qu'il y a des avantages pour les deux. Mais en tout cas, cette crise pandémique a fait que la consommation s'est vraiment rapatriée à 100% sur le online pendant une certaine période. Même le online, pour comparer les produits entre eux, on le fait beaucoup. Il y en a qui sont même d'ailleurs... ils ont même des comportements excessifs comme ça, de tout comparer, de vouloir, j'en fais partie, de vouloir tout comprendre sur un produit avant de savoir lequel acheter. Et donc, c'est plus facile de le faire online plutôt que d'aller dans toutes les boutiques et de passer une après-midi à le faire. En plus, à titre perso, je suis retourné faire du shopping, une demi-journée là pour faire un peu de shopping en boutique. Et il y a un truc je m'en étais jamais vraiment rendu compte avant. Mais il y a un effet où quand tu rentres dans des boutiques en dehors des heures de pointe, c'est-à-dire quand les vendeurs sont dispo, il y a un peu ce côté où en fait, je me sens un peu pris à la gorge parce que tu ne peux pas rester 3 heures dans la boutique en train de regarder, comme tu disais, toutes les étiquettes, de comparer, etc. Alors finalement, chez toi, dans ton canapé, c'est quand même un truc que tu peux faire au moment que tu veux. Enfin, si tu as envie de faire une pause, tu peux, etc. Dans le côté boutique, il y a un peu ce côté où t'es un peu mal à l'aise de rester très longtemps dans un magasin sans vraiment savoir ce que tu vas faire.
je sors un peu du sujet, mais c'est une petite expérience perso. Non, Franchement, ça m'a vraiment mis un truc aussi Ouais, de mais dire. en même temps, tu vois, moi, j'aime bien ça. Ouais, t'aimes bien ça? Tu vois, moi, Ah en ouais, fait, ok. j'aime bien le voir si le sales, il est bon. Ouais, c'est vrai Ouais, qu'il y a je ça Donc, en côté fait, aussi, tu vois, ouais. il y a un côté aussi où des fois, t'as envie pas de le challenger, Ouais. mais en fait, surtout si tu sais et tu viens que tu vas Oui, acheter, c'est vrai. en gros, parce que tu sais déjà que tu veux acheter des pompes ou je sais Ouais. pas, là, il y a pas longtemps, j'ai acheté pas un jean, tu vois, Ouais. et elle était super forte, Ouais. donc je t'ai refait. Tu vois, je savais que j'allais acheter, puis je me suis laissé Ouais. emporter, tu vois. C'est vrai que si t'es là juste pour regarder, ça peut être Ouais. un peu cher. Ouais, et du coup, par rapport au Covid, il faut savoir que pour certaines marques, il y en a qui ont toujours pas rattrapé les niveaux de visites en magasin et de trafic qu'ils pouvaient avoir. Et en global, ça a quand même fait quasiment moins 20% en fait. Donc du coup, encore aujourd'hui, en 2026, il y en a plein qui sont à devoir se comparer à des années 2017, 2018, 2019, avant Covid, pour pouvoir savoir s'ils font une bonne année ou pas. Donc c'est quand même super compliqué, quoi. Parce que d'ailleurs, avant même le Covid, il y avait eu les gilets jaunes. Et puis ensuite, j'ai quand même fait un peu ma petite étude de marché. Donc j'ai vu qu'en plus, pour couronner tout ça, les loyers avaient bien augmenté. Ouais, c'est ça, c'est les frais. Hein. Et aussi l'énergie, parce que il y a Ouais. eu quand même plusieurs sujets d'actu qui ont Ouais. fait. Alors, selon ce qu'on vend, c'est pas forcément un sujet. Enfin, c'est plus ou moins un sujet, on va dire, parce que ça dépend à quel point il y a des machines qui tournent sur place, etc. Et donc, il y a une grosse consommation ou du chauffage, ce genre Ouais. de choses. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que les coûts, ils sont de plus en plus élevés, alors que dans le même temps, on a un sujet, il y a de moins en moins de monde. Bon, c'est un Ouais. peu une situation complexe. C'est-à-dire qu'il faut au moins s'assurer qu'on fait le plus de chiffres possible à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, mais c'est pas toujours évident. D'où le fait qu'il y a plein de magasins qui ferment. Et en plus, il y a aussi une crise de l'emploi. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, comme un magasin s'est ouvert avec une plage horaire très large, il y a un peu une tranche de personnes qui n'a plus envie de se diriger vers ce genre de métier. Il y a des salaires aussi, mais de par des charges qui sont déjà très élevées, Mm. qui vont peut-être être moins compétitifs que dans d'autres activités. Et donc, du coup, des gros sujets de recrutement, hein, selon une étude qu'on mettra dans les sources de la vidéo. Il y a quand même 50% des retailers qui parlent de soucis de recrutement aujourd'hui. Et c'est vrai C'est que même énorme. moi, quand je me balade des fois, souvent dans la rue, je vois sur les magasins, il y a les annonces, quoi. Et en fait, je pense qu'ils trouvent personne. Enfin, les annonces, elles restent là pendant des mois. Personne, en fait, a envie. Alors que je pense que à une période, c'était super attractif en plus. Ouais. Et puis je pense qu'aussi, on vit dans une génération où, bon là, c'est plus un ressenti perso de ce que je vois un peu autour de moi, mais on a de plus en plus des générations jeunes, on va dire, de notre âge qui sont moins engagées dans des boîtes comme elles l'étaient à l'époque. Ouais. À l'époque, c'est pas rare que nos parents ont fait quasiment toute leur carrière dans la même entreprise, ou soit resté 10 ans dans la même boutique. Aujourd'hui, pour trouver quelqu'un qui a 35 ans et qui est dans la même boutique depuis qu'il a ses 25 ans, c'est quand même assez rare. Ouais. Donc il y a aussi ce côté où on est moins attaché, je pense, enfin pas à la valeur travail, mais à la valeur de mon entreprise, entre guillemets. Et on est aussi plus malléable de se dire, en fait, je cherche mon confort personnel. Ce qui est tout à fait normal, hein, d'ailleurs, vu la situation actuelle, plutôt que de te dire, je vais rester jusqu'au 100 pour mon entreprise, quoi. Ouais, d'où la potentielle crise aussi de Oui. recrutement. Ouais. Et donc, du coup, dans ces conditions-là, on comprend que certaines marques se soient dit on mise tout sur le digital parce que ça fait de la croissance, etc. Mais est-ce que ça fait tant de croissance que ça? Bah pour eux, pas forcément. Hein. On n'a pas que des success stories de boîtes qui faisaient du retail qui se sont dit on va aller 100% online et qui ont tout explosé. Parce qu'en fait, quand tu vas en frontal contre un Amazon, Zalando, etc., il faut quand même avoir les reins solides. En fait, c'est un autre métier. Et donc, si tu arrives avec tous tes codes du retail d'entreprises historiques pour la plupart, ok, ils ont des bons produits, ils ont peut-être une bonne marque. Mais en fait, ils sont peut-être invisibles sur Internet. Peut-être que l'expérience d'achat est pas top, l'expérience de fidélisation non plus. Parce que peut-être qu'en interne, ils n'avaient pas les moyens non plus de recruter des équipes 100% dédiées à ça. Ils n'avaient peut-être pas non plus la culture d'entreprise de le faire. Et moi, je trouve ça dommage parce qu'en fait, ils vont faire la guerre à certains avec des armes qu'ils n'ont pas. Et toutes les armes qu'ils avaient, ils les ont un peu laissées. C'est vrai que faux, comme tu l'as dit, c'est vraiment deux univers différents. C'est-à-dire qu'un acteur du offline qui se lance dans le online n'a pas forcément toutes ses chances. En tout cas, c'est vraiment un monde différent. Mais l'inverse, c'est vrai aussi. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait que du online et qui décide d'ouvrir une boutique demain, c'est un monde différent aussi. Quoi. Donc c'est vrai que même si la finalité, ça reste de vendre, c'est deux univers différents. Quoi. C'est comme si tu comparais un footballeur et un rugbyman. C'est la même chose. Quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des exemples de boîtes qui étaient full offline et qui se sont lancées en online.
pour vendre à fond online et qui ont bien marché. Bah, nous, Là, j'arrive on pas a à en quand même trouver quelques facilement. clients qui ont réussi et qui étaient historiquement des réseaux de magasins. Mais qui font les deux encore Ouais, qui font aujourd'hui. les deux, ouais. Ouais, mais certains qui ont complètement fermé leur boutique pour faire que du online, Non, ouais. j'en ai pas forcément en tête qui ont bien réussi. Je pense Parce que- qu'il y a quand même un sujet aussi qu'on aborde pas assez, je trouve, c'est certes le digital, il a fait beaucoup de croissance. Alors, il a été, lui, à l'inverse, porté par le Covid, Ouais. mais en fait, ça a aussi un peu atteint un plateau et ça devient de plus en plus concurrentiel. Oui. Et en fait, c'est compliqué de faire vraiment du volume. Parce que, encore une fois, quand on regarde les stats, même si en France, on est un pays où, en gros, les gens consomment quand même sur Internet, on est très, très loin en termes de taille de marché de ce que les gens achètent vraiment en magasin. C'est genre un rapport de 1 sur 10, quoi. Donc, il y a à peu près, ouais, je pense, entre 10 et 15% des achats qui sont réalisés sur Internet. Mais du coup, quand on se dit ça, on se dit, mais en fait, si j'ai pas de magasin, du coup, je passe à côté d'un énorme marché, quoi. Enfin, Ouais. Et encore aujourd'hui. Alors que pourtant, si tous les ans, ça avait fait 30-40% de croissance comme c'était annoncé, on ne devrait pas en être là. Donc, on voit bien aussi que le digital, il répond pas à toutes les promesses non plus. Ouais. Et nous qui sommes dedans, on le voit un peu, hein, parce que franchement, je pense qu'on peut parler. Enfin, qu'est-ce que vous pensez des coûts publicitaires Ouais, ça augmente Ouais. quand même tous les ans. Ouais. Nous, on le voit, on a un baromètre Kudak où on arrive à suivre les tendances des métriques principales et notamment des coûts publicitaires. Et les coûts par clic, ils font que d'augmenter Ouais. parce que du coup, plus de concurrence. Donc forcément, il faut avoir les reins solides et il faut que derrière, tout le reste suive sur les marges sur les produits, le taux de conversion sur le site, parce que sinon, la guerre, elle est perdue d'avance. Puis je pense qu'il faut aussi se dire que nous, on est une génération qui consomme pas mal sur Internet, mais c'est notre génération. Il y a enfin, moi, je prends par exemple, je sais pas, mes parents qui ont soit la soixantaine, même s'ils sont à l'aise avec le digital, c'est quand même des gens qui ont des fois besoin d'être rassurés et de venir en boutique voir un objet ou enfin ce qu'ils veulent acheter avant ou l'essayer. Et même nous qui sommes, je pense qu'il y a aussi un truc à mettre en parallèle, c'est le côté tout ne s'achète pas forcément sur Internet. Et c'est pour ça que des fois, c'est bien d'avoir aussi la vitrine Internet et la boutique pour aller voir, par exemple, je dis un truc tout bête, mais les meubles. Je suis d'accord. Les meubles, par exemple, moi, j'adore regarder sur Internet, mais je vais aller le voir en boutique, je vais aller voir le canapé, je vais m'allonger dedans pour voir si je suis bien, parce que c'est quand même celui dans lequel je vais passer toutes mes soirées jusqu'à la fin de ma vie. Ouais, mais il y a des produits, Il y a des, il y a des produits vraiment, ils sont Voilà. mieux à acheter en physique. Comme Enfin, tu déjà, travailles depuis ton voilà, canapé. voilà, justement, c'est mon petit travail après tout. Donc, pour investir dessus. Mais c'est vrai quoi, il y a des produits, je trouve, qui sont beaucoup plus Ouais. simples à acheter hors ligne qu'en ligne, ou alors ils sont compliqués à acheter online, soit parce qu'ils coûtent cher, soit parce que on veut le tester, comme tu dis. Après, il y a aussi des secteurs d'activité. Je trouve le médical, on a besoin aussi d'être conseillé. Enfin, je vois pas trop le fait d'acheter complètement en digital des appareils auditifs alors qu'on sait qu'il faut les faire régler et tout. Enfin voilà, il y a encore des secteurs d'activité où il y a besoin du offline à fond. En fait, si je dis ça, c'est quand on dit que du coup, 15% en gros des achats se font en ligne, mais en fait, il y a encore une marée de choses que les gens achètent hors ligne par définition, même s'ils peuvent le découvrir en ligne. Mais il y a quand même ce côté, voilà, je découvre en ligne et je vais l'essayer, vérifier qu'il me corresponde bien en boutique, quoi. Ouais. Et tout à l'heure, tu disais un truc intéressant sur les taux de conversion et Oui. l'attention des gens aussi. Oui. C'est vrai que online, elle est quand même plus faible. Oui, alors en fait, c'est ça, l'attention est plus faible online, dans le sens où on a un bon taux de conversion pour un e-commerçant, ça va être, il n'y a pas vraiment de règles, hein, mais on va dire que ça va être autour de 3%, pour donner une petite moyenne. Panier moyen entre 100 et 200 euros, ça va être autour de 3%, on va considérer que c'est bien, 5% c'est excellent, pour donner juste un petit repère. Alors qu'en boutique, alors en fait, c'est ça, sur Internet, on a une flopée de gens qui viennent sur notre site, mais le taux de conversion va rester du coup entre, on va dire, 2 et 5%. Alors qu'en boutique, on a un taux de conversion qui est plutôt proche des 20%, ce qui fait que concrètement, vous avez une personne sur 5 qui rentre dans un magasin qui achète. Donc c'est aussi ça le challenge aujourd'hui, c'est de faire découvrir sa marque en ligne et de réussir à faire ramener la personne en magasin, puisque si en tout cas elle n'achète pas en ligne, vous avez beaucoup plus de chances de la faire convertir hors ligne. Et j'ai envie de dire que si elle a déjà en plus pris le temps de découvrir les produits et la marque en ligne, je ne sais pas s'il y a vraiment d'études qui ont été faites là-dessus, mais j'imagine que la personne qui se rend ensuite en magasin, son taux de conversion passe potentiellement de 20 à 40. Quoi. Enfin, j'imagine que tu peux passer du simple au double si tu as déjà eu l'expérience digitale de découverte du produit et de la marque. Alors ça, du coup, pour le coup, je sais pas. Oui. Mais ce que j'ai lu qui était intéressant, c'est que le panier moyen, il est aussi plus élevé en fait en magasin, au final. Et aussi qu'il est encore plus élevé au réachat. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, un client qui revient en magasin vs un client qui revient sur le site internet, son panier moyen est également plus élevé lorsqu'il revient. Et il l'est de plus en plus avec le temps. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui est vraiment fidèle
à un magasin, il a vraiment tendance à avoir des paniers moyens qui finissent par exploser, quoi. Bon, là, pour le coup, c'était après beaucoup d'achats, il fallait quand même en faire 5. Mhm. Mais je pense qu'effectivement, on connaît tous des magasins où on a acheté plus de 5 fois et Bah où ouais. on a effectivement des gros paniers Ça fait moyens. écho du coup au premier épisode de Oui. Bottlenecks. Ouais, Mais c'est la vrai. lifetime value, c'est ça aussi. Ouais, ouais, c'est En clair. fait, le magasin gagne aussi là-dessus, Ouais. selon les études. Ouais. Mais c'est vrai que, moi, je sais pas si on est content d'un magasin où on achète ses chaussures. Il y a de fortes chances que le client, tous les 6 mois ou tous les ans, quand il veut changer sa paire de chaussures, il va aller dans le même parce qu'il a été bien conseillé, parce qu'il trouve qu'il y a du choix. Alors que sur Internet, il suffit qu'il y ait une promo un peu plus forte sur le site A ou le B. S'il y a les mêmes Ouais. conditions de retour, s'il n'y a pas de frais de port, la personne, elle s'en fiche du magasin. Et en plus, il y a aussi le côté, je trouve, en boutique où tu peux créer. Enfin, je reprends un peu l'exemple des meubles parce que je suis en pleine recherche de meubles en ce moment. Mais non, mais en fait, il y a un peu le côté où je trouve que tu crées un peu l'univers aussi. Je pense à tout ce qui est Maison du Monde, etc. Par exemple, Ouais. tu rentres dedans, tu as vraiment une espèce d'atmosphère qui est créée. Ce qui C'est fait que tu peux- inspiré, quoi. Voilà, en fait, ça te crée de l'inspiration. Alors, en ligne, évidemment que chaque boutique a aussi sa DA, etc. Enfin, voilà, mais c'est quand même. Enfin, on la vit pas, entre guillemets, quoi. Donc, quand tu Ouais. la vis, quand tu passes. Je sais pas, Ikea, c'est un très bon exemple où ils ont fait une espèce de labyrinthe où tu passes dans Ouais, ça, c'est absolument fou. toutes les pièces. Enfin, c'est pas fait pour rien, quoi, entre guillemets. C'est fait pour. Tout le monde les a Pour, recopiés d'ailleurs. Voilà, Oui, exactement. au final. Exactement. Et donc, du coup, ce genre de parcours, tu peux pas les faire en ligne. Par contre, hors ligne, c'est super puissant, quoi. Parce que, en fait, c'est un peu comme si je prends l'exemple d'IKEA, c'est un peu comme si tu avais une personne qui arrivait sur le site. Et puis, alors, avant d'arriver au panier, il faut qu'il passe par toutes les pages produits, toutes les pages catégories. Ouais. Et enfin, il arrive au produit. Comme ça, tu es sûr qu'il a vu tous les articles du site. En ligne, c'est pas faisable. Bah, c'est Alors que. l'inverse, quoi. Ouais, voilà, c'est C'est l'inverse. d'enlever C'est ça. toutes les frictions, qu'il voit le truc dont il a besoin là, maintenant, C'est tout de ça. suite, pour aller le plus rapidement Voilà. possible, Et parce que si tu as une étape en trop, il s'en va tout de suite, C'est quoi. ça. Et ce qui peut aussi du coup expliquer le fait que ton panier moyen augmente en boutique, parce qu'en fait, Ouais. tu passes devant tellement de produits, Mhm. pas par choix, mais parce que il faut bien arriver à la caisse et que d'abord, avant la caisse, il faut passer par toutes les fiches produits, entre guillemets. Ouais. Et du coup, tu te retrouves à te dire, ah, mais en fait, j'avais pas pensé à ça, mais pourquoi pas ça aussi. Alors que quand on est sur un catalogue, pour donner un autre exemple, par exemple, Asos, ils ont un catalogue qui est tellement grand que je trouve que. Alors, c'est hyper puissant parce qu'on trouve tout ce qu'on veut, mais en même temps, si on n'a pas d'idée, on peut très vite s'y perdre pendant 3 heures et absolument rien acheter parce que des fois, il y a trop. Donc, Au final, c'est un peu le sujet de l'expérience client, tout ça. ouais. Et Oui. sur l'expérience client, le retail, souvent, ça gagne Ouais. parce que tu peux toucher les produits, tu peux diffuser des odeurs. Enfin, on connaît tous des magasins où quand Ouais. tu rentres, ou même des boulangeries, hein, quand tu rentres, tu as prévu d'acheter du pain, tu repars Ouais. avec des croissants. C'est quand même. Puis au lieu d'avoir un chatbot en bas à droite, t'as quelqu'un qui vient vraiment te parler dans la vraie vie, Oui, quoi. c'est Donc, ça, ouais. c'est pas une IA qui te répond avec des questions de bateau suite à une FAQ. Après, ça, c'est aussi vrai. une force et Ouais. aussi un petit point faible du retail. On en parlait tout à l'heure, la difficulté de recruter. Ça veut aussi dire que pour avoir un bon réseau de boutiques, il faut aussi avoir des bons employés. Ouais. Parce que si on n'a pas des personnes très qualifiées sur la partie vente, en fait, c'est plus un caillou dans la chaussure qu'autre chose. Parce Ouais. qu'en fait, on peut faire venir des gens et ça ne convertit pas. Oui. Donc là, on a des frais et on ne tire pas les bénéfices de la boutique. Ouais, c'est ça qui tout est beaucoup plus compliqué, en Ouais. fait. Parce que même sur Tout coûte le beaucoup plus cher. sur le choix de la localisation de la boutique, Bah oui, il c'est faut faire des études. Enfin, je veux dire, une boutique qui est passée au fin fond de la Meuse et une qui est passée en plein centre du Marais, ça donne pas du tout la même capacité aussi. bah Donc, oui. c'est fait, ça demande beaucoup. Alors que, à l'inverse, lancer une boutique sur Shopify, bon, voilà, vous prenez 2 heures, en gros. Bon, j'abuse peut-être un peu, pardon, au développeur Shopify, mais voilà, en gros, on peut très vite avoir un BP, en gros, pour se lancer. Alors que la boutique, en gros, c'est hit or miss, quoi. Enfin, je veux dire, il faut beaucoup d'anticipation aussi avant de se lancer, donc ça demande beaucoup C'est d'efforts. clair. En tout cas, du coup, je pense qu'on a bien commencé à définir cette problématique-là qui est, oui, les retailers, ils ont des difficultés. Et de l'autre côté, on a un peu cassé le mythe de dans le digital, tout cartonne et tout va bien. Parce qu'en fait, non, il y a quand même des difficultés. Et il faut être très compétitif, beaucoup investir. Il y a aussi, d'ailleurs, en même temps, on n'en a pas trop parlé, mais il y a aussi tous les sujets des retours qui explosent, les coûts logistiques aussi. Donc, en fait, de loin, quand on est que retailer, on se dit, oui, le e-commerce, c'est beaucoup de marge, mais en fait, on se rend compte, pour accompagner, nous, beaucoup de e-commerçants, qu'il y a aussi pas mal de fondateurs d'entreprises qui, je pense, au final, se rendent compte que ça génère moins de marge qu'ils pensaient avant de faire du e-commerce. Et donc, au final, on se rend compte que le mieux, ce serait d'utiliser, du coup, les points forts qu'on a avec les magasins. Donc, ce qu'on se disait, là, le bon taux de conversion, le fait qu'on a des meilleurs paniers moyens, que ça peut être une meilleure expérience client, etc. Et avec le digital qui est rapide, qui est dispo 24/24 et sur lesquels les gens passent beaucoup de temps aujourd'hui. Le sujet, c'est comment on fait ça. Ouais. Donc, on va arriver sur cette deuxième partie qui est vraiment le cœur de notre métier, en plus, nous, chez Kudak, c'est est-ce qu'il y a des bonnes manières de mesurer, de traquer
des efforts qu'on peut faire sur des actions marketing digitales, mais qui ont vraiment pour unique objectif de faire venir du monde en magasin. Mmh. Donc pas pour générer de la vente sur un site de e-commerce, Mmh. contrairement à ce qui va être le plus répandu et dont tout le monde parle déjà beaucoup dans plein de contenus différents. Demain, maintenant qu'on a dit ça, moi je vous fais un petit cas pratique, hein, les gars, comme si on était en entretien d'embauche. Retour il y a quelques années pour toi et quelques mois pour toi. Demain, j'ai un réseau de boutiques et je veux lancer des campagnes pour faire venir des gens. Je fais quoi en fait? Qu'est-ce que j'utilise? En fait, ce qu'un média buyer vous dirait, parce que c'est ce qu'il a, ce qu'il a de disponible aujourd'hui, ça serait de te dire, je vais te faire des campagnes Drive to Store. Puisque du coup, sur les régies publicitaires, donc prenons Meta et Google en exemple, qui sont les deux plus grosses aujourd'hui, elles ont des objectifs de Drive to Store. Sauf que les deux ont le même problème en commun, c'est que ça reste très vague. C'est-à-dire que, en général, ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre votre boutique, on va prendre un rayon autour, et puis on va faire de la pub. Sauf que, en gros, ça s'arrête là, parce que la mesure est inexistante. Et donc, ça pose un problème. Alors, il y a quelques petites actions de mesure, mais qui ne sont pas vraiment précises. C'est pas très clair non plus. Donc, en fait, derrière, vous allez recevoir, par exemple, un KPI qui vous dit « Ah oui, il y a tant de personnes qui sont venues dans la boutique. » Sauf que quand vous appelez le gérant de la boutique et que vous lui dites « Est-ce que tu as vu une augmentation du nombre de personnes ?» Déjà, il faut que cette personne ait été là, grosso modo, tout le temps dans le magasin pour vous répondre. Donc déjà, c'est pas très... Voilà. Il faut qu'elle ait été attentive aussi. Pas forcément le cas. Et du coup, elle risque de vous dire oui ou non. Donc en fait, ça reste il y a un énorme biais là-dessus. Et on se rend compte souvent que c'est faux, puisque par exemple, je sais pas, Google va nous dire oui, il y a eu 350 visites en boutique. Sauf que le gérant, il va vous dire moi, j'ai eu 10 personnes maximum dans la semaine. Donc en fait, déjà, il y a un problème, c'est que ces campagnes-là, enfin, la mesure qui est faite aujourd'hui de ces campagnes n'est pas du tout précise et ne permet pas d'affirmer en gros qu'il y ait vraiment une traction ou des visites qui arrivent en magasin, en boutique. Ça, c'est le premier point. Et donc, pour moi, il y a deux problèmes. Déjà, le premier, c'est qu'on le sait aujourd'hui, c'est que toutes les régies publicitaires, elles ont besoin d'un signal algorithmique pour s'optimiser. Or, quand vous faites du coup des campagnes de Drive to Store, je mets bien entre guillemets, puisqu'on va en parler après de la meilleure méthode, mais et que du coup, vous avez en gros des chiffres, des mauvais chiffres qui vous sont montés ou qui ne sont pas réalistes, en fait, votre algorithme, déjà, il apprend rien. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que du coup, en plus, quand bien même il arriverait à traquer le nombre de personnes qui rentrent dans la boutique, il serait incapable de savoir le nombre de personnes qui regardent des produits et surtout qui passent à l'achat. Et donc de redire, par exemple, à Google, ah bah tiens, j'ai eu 200 personnes qui sont venues, j'en ai 50 qui ont acheté, et ces 50 personnes-là, c'est telle personne, elles ont acheté pour tant de montants, ce qui aiderait beaucoup l'algorithme à s'optimiser. Donc en gros, ces deux blocs sont absents, ce qui fait que, en fait, on n'est pas capable de savoir avec précision combien de personnes rentrent dans la boutique, et quand bien même on le saurait, on ne pourrait pas savoir qu'est-ce que ces visites, elles ont vraiment généré. Donc en fait, souvent, et ça, moi je l'ai fait avec plein de clients qui ont des fois insisté pour qu'on essaye, on se retrouve avec des 1000 € de dépenses sur une boutique, et finalement, la bottom line, c'est, en fait, on n'en sait rien. Et donc aujourd'hui, c'est ça le plus gros problème des campagnes Drive to Store natives sur les plateformes. Donc au final, dans la plupart des cas, finalement, ça s'arrête. C'est-à-dire, voilà. on arrête les investissements parce qu'on n'est pas capable de dire si c'est utile ou pas, quoi. Et on a aussi eu du coup le cas de clients qui viennent nous voir et on leur propose de faire du Drive to Store avec la méthode qu'on va expliquer, pour laquelle on est sûr qu'on peut traquer les ventes. Et ils nous disent, mais non, moi j'ai déjà essayé le Drive to Store, c'est nul, j'ai dépensé des dizaines de milliers d'euros, je sais pas ce que ça me rapporte, j'ai pas confiance. Donc il faut qu'on leur réexplique. Et pourtant, c'est quand même paradoxal parce que à l'inverse, un CMO ou un CEO où on va lui dire, nous on va te ramener beaucoup de trafic en magasin et on va réussir à te le prouver, en fait, si on arrive à lui dire ça et à lui prouver que ça marche, en général, il signe direct parce que c'est exactement ce qu'il attend. C'est qu'il se dit, ok, je peux avoir une présence en ligne, mais en plus, ils sont capables de me ramener des gens en boutique et qui vont passer à l'achat. Sur le papier, tout le monde dit oui. Sauf que du coup, aujourd'hui, comme c'est mal fait, dans 99% des cas, tout le monde dit non. Et d'un autre côté, ça fait super sens d'un point de vue finance, parce que vu qu'on l'a dit, en fait, le magasin, il est déjà là, donc il coûte déjà de l'argent. Donc en fait, réussir à envoyer du monde dedans, c'est que du bonus. Alors qu'un site internet, au pire, s'il n'y a personne dessus, ça ne te coûte pas grand-chose. Donc en fait, il faut payer pour faire venir du monde, mais si tu le fais pas, tant pis. Alors que le magasin, si tu le fais pas, il y a un jour où il faut que tu fermes, quoi. Ouais. Et ça te coûte beaucoup d'argent. Donc ouais, c'est problématique. Ok, et donc du coup, là, on a dit c'est quoi les problèmes. Et donc, est-ce qu'il y a un monde où on peut réussir à savoir qui est venu en magasin et qui a acheté en magasin? Ouais, carrément. Aujourd'hui, c'est possible de le faire. Il y a quand même un élément de base à avoir. C'est un setup de tracking server-side. Ouais. Parce que du coup, sans le server-side, on ne pourra pas mettre en place tout ce système
qu'on a développé. Mais du coup, pourquoi il n'y a pas tout le monde qui le fait aujourd'hui? Parce que c'est quand même un sujet assez technique et ça demande de bien maîtriser le tracking. Globalement, comment ça va fonctionner? Il faut déjà qu'on ait un parcours d'achat qui part du online pour emmener vers le offline. Donc ça, il y a plein de manières de le faire, mais si on donne un exemple tout bête, ce serait une prise de rendez-vous en ligne où la personne remplit un formulaire, réserve un créneau où elle met ses coordonnées, elle décide du coup de venir tel jour à telle heure en boutique. Donc là, nous, on capte déjà des infos sur cette personne qui décide de venir sur un lead. La personne vient en boutique et une fois qu'elle vient, elle redonne du coup ses coordonnées et c'est à ce moment-là qu'on va capter la conversion ou la non-conversion, mais qu'on sera capable de retracer son parcours online to offline et du coup de remonter ça grâce au server-side aux algorithmes. Et du coup, comment ça fonctionne? En fait, ce serveur de tracking, c'est lui qui va réceptionner les ventes, les conversions qui ont lieu en boutique. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir remonter des conversions qui se passent dans le monde réel, dans le monde offline, à des algorithmes publicitaires. Parce qu'en gros, la problématique, c'est quoi de base? C'est que le tracking, il est fait pour le web, à la base. C'est de se dire, en fait, on a des événements qui se passent sur un site web, il y a des bouts de code qui se déclenchent quand un ajout au panier est fait, quand un achat est fait, et qui sont envoyés à des régies publicitaires pour leur notifier que, OK, telle personne a réalisé telle action, donc tu peux t'optimiser pour trouver des personnes qui lui ressemblent. Et le problème avec le offline, c'est qu'on n'arrivait pas à faire ça. On n'arrivait pas, du coup, à leur notifier que Florent ou Jules avaient acheté dans telle boutique tel jour pour tel montant. Et grâce au server-side, on peut le faire, du coup, aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas connu. Enfin, dans la majorité des cas, on pense que le server-side, c'est un serveur de tracking online, mais en fait, il peut aussi recevoir des données de l'offline. Et donc, en fait, tout l'enjeu que nous, on a à ce niveau-là qui permet de mettre la solution qu'on va expliquer là en place, c'est de lier le parcours online avec le parcours offline. Oui, parce qu'en fait, pour bien expliquer ça, c'est que là, en gros, Lilian, toi, tu as donné un élément de réponse. C'est en fait, le server-side nous permet de recevoir les achats et donc, sous un format qui nous permet de les transmettre aux régies. En fait, donc ça, c'est une des parties de l'équation. Maintenant, en gros, la question, c'est est-ce que ça, c'est suffisant pour que la régie, elle s'attribue que la vente, elle vient de elle? Ouais, non, aujourd'hui, c'est pas suffisant. Parce qu'en gros, pour réexpliquer comment ça fonctionne de manière assez simple, en fait, on a un utilisateur qui va être, par exemple, sur Meta, sur Facebook, qui va voir une pub et qui va cliquer dessus parce qu'elle décide de consulter le site qu'il y a derrière la pub. À ce moment-là, du coup, Meta va générer un identifiant de clic qu'elle va attribuer à cette personne. Et du coup, tout ce que la personne va faire va être envoyé à Meta. Donc, par exemple, si elle ajoute au panier, si elle achète, va être envoyé à Meta avec cet identifiant de clic. Et Meta va se dire, OK, cette personne, je la connais, elle avait cliqué sur une pub chez moi. Donc, la vente qui a été générée, c'est suite au visionnage ou au clic sur ma pub. Donc, c'est grâce à moi, en fait, qu'il a acheté ce produit. Et c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Et cet identifiant, il est même tenable dans le temps. C'est-à-dire qu'une personne qui clique donc la première fois sur votre pub et qui s'en va et qui revient le lendemain, cet identifiant de clic est toujours là. Donc, ce qui permet en gros de suivre le parcours de la personne, même sur plusieurs jours de sa première visite. Enfin, en gros, c'est plusieurs bouts de parcours de sa première visite jusqu'à l'achat final. Mais du coup, il n'existe pas, par contre, en fait. Si moi, je vais en magasin, voilà. Et donc, Et donc le souci, c'est que la personne qui donc découvre, si on reprend un exemple très basique, qui va découvrir du coup une marque, donc cliquer sur une pub, découvrir la marque en ligne, et puis se dire OK, c'est super, je sais qu'il y a une boutique pas très loin de chez moi, et donc je vais y aller voir sur place, puisque finalement, c'est bien les produits en ligne, mais j'ai envie de l'acheter en boutique. Quand il va se rendre en boutique et qu'il va passer à l'action, et en fait, du coup, il n'y aura aucun lien qui sera fait par rapport à sa visite en ligne. Et pourtant, sans cette visite en ligne, probablement que la personne ne serait jamais venue en boutique. Donc, comme quoi, c'est hyper important de mesurer cet effort-là. Et donc, aujourd'hui, nous, on a réussi à mettre, en gros, à concilier la visite online avec la visite offline. Mais pour ça demande quand même de mettre certaines choses en place. On va prendre Meta pour l'exemple, c'est plus simple. Donc, si on reprend l'histoire de l'identifiant publicitaire, l'idée, c'est de réussir à capter une information utilisateur de cette personne. Donc, prenons un exemple simple. Si, par exemple, j'ai des salons de coiffure, je vais leur dire, voilà, j'ai besoin de générer des rendez-vous en salon de coiffure. Jusqu'à là, pas de problème. Donc, je vais lancer des publicités. Et là, l'idée, il faut trouver une mécanique où on va réussir à récupérer son numéro de téléphone ou son email ou les deux. Donc, dans le cas d'une réservation de salon de coiffure, la personne va cliquer sur la pub, va se dire, OK, je réserve pour demain après-midi à 16h. Au moment où elle va prendre sa réservation, nous, on va du coup enregistrer donc ce contact-là dans une base de données. Donc, on va laisser le numéro de téléphone et son email qu'elle nous a donné, mais aussi l'identifiant de clic publicitaire. Quand la personne va du coup venir le lendemain en salon, donc elle va arriver en disant voilà, j'ai rendez-vous, je fais ma coiffure, et au moment où la personne va payer, du coup elle va passer dans le logiciel de caisse, où du coup c'est logique que la vendeuse va lui demander donc son numéro de téléphone et son email. Et donc c'est pour ça que c'est hyper important de récupérer cet identifiant, parce que c'est lui qui va permettre de faire le lien avec la réservation qu'il y a eu dans la ligne. Donc quand la personne va payer,
Nous, on va faire en sorte que le logiciel de caisse va envoyer du coup, c'est un peu technique, mais on va envoyer un webbook avec du coup son numéro de téléphone, son email, même son nom et son prénom, et surtout la valeur de la transaction. Et en fait, ce qu'on va faire avec ce webbook, c'est qu'il va venir interroger notre base de données online pour vérifier est-ce que Jean Dupont a pris rendez-vous. Oui, je le retrouve. Est-ce qu'il a un identifiant de clic Facebook ou Google, ça peut être Google ou Facebook suivant la pub par laquelle il est passé. Ah oui, je vois qu'il a un identifiant de clic Facebook. Et du coup, on va réussir à faire remonter ces informations-là à Meta. Et ce qui permet du coup de dire, par exemple, hier, j'ai dépensé 100 euros. Sur les 100 euros, j'ai généré 3 réservations. Sur les 3 réservations, il y en a 2 qui sont venus. Et les 2 qui sont venus m'ont rapporté tant d'euros. Et donc, en fait, vous êtes capable derrière de calculer un ROS en fonction des rendez-vous. Et ça, c'est très conservateur en plus comme vision, parce que ça sous-entend que la personne a obligatoirement un identifiant de clic publicitaire. Oui. Donc, en fait, c'est uniquement ce qu'on appelle du post-click, parce que donc, pour ceux qui sont un petit peu dans les campagnes, on sait qu'il y a du post-view et du post-click. Les algorithmes, ils ont tendance à des fois beaucoup aimer le post-view. Là, en fait, on est 100% sûr qu'il y a eu un clic Facebook. Donc, en fait, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire quand on vous dit qu'il y a eu 20 réservations et qu'il y en a 18 qui sont passées à l'achat, c'est pas sujet à interprétation, c'est réel. Il ne peut pas y avoir de doute. Pour résumer, en gros, ce que Oui. tu dis, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un bout du parcours qui ait lieu online, Ouais. en gros, et pas n'importe lequel, puisqu'il faut, Oui. pour résumer, qu'il y ait en fait une génération de leads. Enfin, il faut qu'il y ait un événement un peu de type prospect. Alors après, c'est super large. Peut-être que d'ailleurs, pour tous les gens qui vont regarder cette vidéo, on peut peut-être donner quelques idées, parce que là, quand on dit prospect, je pense qu'il y a plein de gens qui vont se sentir exclus parce qu'ils ne voient pas forcément comment ils peuvent faire ça. Enfin, je ne sais pas si tu vends du vêtement, est-ce que tu te dis que les gens ils vont réserver un rendez-vous pour venir dans ton magasin? Pas forcément, mais est-ce qu'en gros, il y a des bonnes idées, des bonnes pratiques qu'on peut appliquer même sur des secteurs d'activité où de base, il n'y a pas de réservation de rendez-vous? Je pense qu'en fait, déjà, il faut vraiment essayer de se l'approprier. Donc, en fait, l'idée, quand même, pour résumer, c'est vraiment de collecter les informations d'un prospect en ligne avant sa venue en magasin. Et il y a plein de façons de le faire. Pour tous les business, je pense qu'on pourrait trouver une idée de le faire. Après, ça va être plus ou moins facile à mettre en place, parce que ce qu'il faut aussi se dire, c'est que dans ce genre de parcours, il faut que c'est pas juste une décision d'une personne qui va cocher une case, pour reprendre ce que disait Lilian tout à l'heure, et en gros, le Drive to Store sera en place. C'est un effort collectif. Oui. Et donc, quand je dis effort collectif, c'est un effort en ligne, mais c'est aussi un effort en boutique. Donc, si on prend plusieurs exemples pour donner un peu des illustrations, je sais pas si t'en as, Lilian, moi j'en ai quelques-uns. Ouais, j'en ai, ouais. Vas-y. Je pense que déjà, un qu'on avait mis en place, c'est le programme de fidélité. Oui. Les personnes peuvent déjà s'inscrire à un programme de fidélité et que, du coup, dès qu'elles viennent en magasin, on les retrouve facilement. En plus, ça a l'avantage de pouvoir les suivre sur tout leur parcours de vie de client dans la boutique. Et un autre auquel je pensais, c'était le fait de donner un voucher, un code promo ou un bon cadeau, par exemple, pour tout achat de plus de 100 € en boutique, vous avez tel produit offert. Voilà, ça peut être... Et toujours se garder cette mécanique de si vous voulez le code promo, il faut d'abord laisser votre email. En fait, c'est toujours bien se rappeler qu'il faut récupérer un identifiant que dont la personne que la personne va redonner une fois en caisse. Donc c'est vraiment ça à garder en tête. Donc pour le voucher, c'est si vous voulez moins 10% sur votre première commande, laissez-nous votre email. Moi, je pensais par exemple aux salles qui ont des franchises de sport. Ça peut être par exemple de dire on vous donne la première séance offerte en échange de votre email. Et donc, ce qui permet que, comme on a récupéré l'identifiant, quand la personne va faire sa séance offerte, certes, il n'y aura pas de valeur de transaction. Par contre, si à la fin de sa séance, elle décide de prendre un abonnement, là, par contre, du coup, on fait remonter cette valeur d'abonnement, ou même de prendre, pour des salles d'escalade, ça peut être des carnets de séances, etc. Voilà. Ça peut être Là, par exemple, dans ce genre de cas, prenons l'exemple des salles de sport, c'est pas très dur à mettre en place côté offline, puisque finalement, c'est juste une séance offerte, ça change pas grand-chose pour le personnel qui est en place dans la boutique. À l'inverse, il y a d'autres secteurs pour lesquels on va avoir besoin qu'il y ait une coordination qui soit faite au niveau des boutiques aussi sur le staff. Oui. Je pense par exemple, je crois que toi, tu avais fait un exemple, Florent, une fois avec une marque de prêt-à-porter. Parce que pour le prêt-à-porter, pour le coup, on sait qu'il y a souvent des parcours online qui finissent offline parce que les gens ont envie d'essayer avant. Donc là, c'est d'autant plus important. Et je ne sais pas si tu veux peut-être en parler. Ouais, mais en tout cas, c'est vrai que là, vous avez donné des exemples qui sont aussi très tournés promo, puisque même en fait, la carte feed, c'est super intéressant. Enfin, pour tous les business qui reposent sur la carte feed, c'est super intéressant de l'utiliser. Mais là aussi, je sais pas, par exemple, pour des marques de fringues un peu premium, tu n'as pas de carte de feed, quoi. Enfin, ça va pas du tout c'est pas dans l'ADN de la marque. Donc, tu peux pas trop faire ça. Par contre, ce que tu peux faire, c'est vendre une expérience premium, entre guillemets, c'est-à-dire un atelier où tu vas être seul avec un vendeur pour... tu conseilles, Ouais, voilà.
Mais du coup, tu en arrives sur ce que tu disais, Jules, c'est l'inverse, c'est que bon, bah là, évidemment, tu vas être obligé de choisir une boutique où tu vas pouvoir être sûr que le vendeur, il est à l'aise avec ce genre d'exercice. Et si jamais ça marche, pour le déployer, ça va être des Oui, efforts de formation, c'est etc. ça. Mais ça peut super bien marcher, par contre, ouais, ça c'est sûr. Mhm. Et du coup, je te rejoins. Je pense que pour tous les business, il y a une super bonne idée Mm. de le faire et qui colle bien avec des choses qui sont déjà en place. Donc, en fait, je pense il y a juste un travail de réflexion à mener, Mhm. faire un peu un atelier. Ça peut être fait, enfin, entre par exemple nous, où nous, on sait en fait ce qu'on a besoin de récupérer. Donc, en gros, on a la partie un peu technique en tête. Et puis, avec des équipes qui sont plus sur la maîtrise de l'expérience de ce que la marque, elle propose, elle vend et comment trouver des super bonnes idées. Mais le spoiler, c'est que il y a plein de boîtes. Enfin, là, moi, j'en ai une en tête avec laquelle toi, tu bosses, mais je pense pas qu'on peut trop la citer sur l'idée. Mais l'idée est excellente. Elle colle parfaitement à la boîte. Et en plus de ça, ça répond à des enjeux stratégiques. Donc, en fait, il y a plein de super bonnes manières de faire, Mhm. même si de loin, comme ça, on se dit, oh non, mais moi, c'est impossible, je peux pas faire réserver les gens. Si, si. Il y en a plein, il y a vraiment plein de manières subtiles et très efficaces de le faire. Ouais. Donc voilà. Bah, peut-être pour résumer, parce que c'est quand même un sujet qui est technique et pour pas perdre les gens, parce qu'au final, même si ça paraît technique, dans l'idée, c'est assez simpliste. En fait, c'est un parcours en 3 étapes. Le premier, il se passe online, où on va venir collecter des données sur un prospect. Ensuite, ça se passe offline, où on va venir collecter des données sur un acheteur. Et ensuite, on va venir matcher les deux et envoyer toute cette donnée compilée aux algos publicitaires pour qu'eux puissent se réattribuer les conversions Et apprendre. et apprendre. Excellent. À trouver encore plus de clients qui vont venir aux boutiques. Ok, merci les gars pour ces premiers échanges super intéressants. Et donc, du coup, maintenant, admettons, on a fait le projet, donc je vous ai fait confiance. Vous m'avez récupéré les ventes de mon magasin, enfin de mon réseau de magasins. Je les reçois maintenant et Régie le voit. Et j'ai même, bonus, j'ai bien des achats qui sont attribués à mes campagnes. Et donc maintenant, moi, c'est quoi les enjeux pour moi? Parce que peut-être que j'ai plein de magasins, enfin, on va dire, j'en ai une trentaine. Donc, comment j'alloue mon budget entre les différents magasins? Comment je pilote la performance entre ces magasins? Quel KPI je suis, etc. Ouais, bah, c'est vrai que c'est là le vrai travail d'acquisition, c'est là qu'il commence. Parce que du coup, ok, les campagnes sont faites, ça tourne, mais comme tu dis, il faut bien optimiser tout ça. Du coup, là, ce qui est quand même sympa, c'est que avec le setup qu'on a fait, on a plein de données à dispo. Ouais. Et puis, comme tu disais, Jules, c'est des données où on a de l'attribution. Mhm. Donc, en fait, on est quand même assez serein de se dire, ok, bah, toutes ces ventes-là, je suis sûr qu'elles viennent de mes pubs. J'ai vraiment dépensé tant sur mes campagnes Drive to Store. Donc, on commence à voir se dessiner des KPIs intéressants. En fait, ce qui est sûr, c'est qu'on est certain que la publicité a eu un impact sur la réservation. Bah, du coup, en fait, si on regarde un peu les métriques qui pourraient être suivies par un responsable acquisition ou un CMO ou un Ouais. performance manager, bah, ça va être des métriques assez classiques. Parce qu'au final, si on reprend le modèle qu'on a, on a une sorte de génération de leads, même si c'est pas forcément toujours des leads, mais on a compris qu'on captait quand même des personnes intéressées pour venir en magasin physique. On capte ça online. Donc, en fait, on a déjà des dépenses sur des campagnes Drive to Store avec des leads générés. Bon, Ouais. bah, on peut déjà calculer un coût par lead. Et on peut suivre cette métrique qui est très classique, mais qui nous permet de savoir assez sereinement est-ce qu'on va vraiment générer du trafic dans nos boutiques. Et puis après, on a la chance de pouvoir aussi savoir ce trafic-là, est-ce qu'il a converti, parce qu'on a les logiciels de caisse. Et comme on a dit, avec l'email ou le numéro de téléphone, on peut rejoindre les deux. Donc, on peut savoir est-ce qu'on a fait vraiment des ventes grâce à ces campagnes-là, de combien était le montant de ces ventes. On peut aussi calculer des ratios super intéressants. Par exemple, quel est le pourcentage de mes ventes du mois qui proviennent des publicités. Donc, c'est-à-dire, on va regarder toutes les ventes qui ont été faites et sur toutes ces ventes-là, quelle était la part des clients qui avaient un identifiant publicitaire rattaché. Donc, en fait, si on voit que 30% viennent des pubs, c'est un indicateur super intéressant pour piloter. En fait, ça me fait un peu penser je pense aux annonceurs qui regardent très souvent, c'est l'espèce de tunnel de conversion qu'on a sur Oui. GA4 ou sur Shopify qui fait un peu l'escalier entre la visite, la vue de page produit, le checkout et le paiement. Mais en fait, là, c'est exactement ça, mais vous avez 2 blocs en ligne, c'est-à-dire la visite de la page, de la page suite au clic sur la publicité, la réservation, et puis ensuite on a la personne qui vient en boutique et l'achat. Ouais. Ce qui permet en fait d'avoir ce tunnel-là, mais version hybride entre online et offline. Ouais. Et en plus, on peut avoir le split du coup par channel, par canal d'acquisition, parce qu'en fait, si on a un identifiant de publicité Facebook, on sait qu'il vient de Facebook.
Si on en a un Google, on sait qu'il vient de Google. TikTok, c'est pareil. Donc, on peut aussi refaire tous nos graphiques, tous nos tableaux, mettre des filtres, peu importe. Mais pour regarder, OK, au global, j'ai dépensé, je sais pas, sur le mois, 100 000 €. J'ai fait X leads, il y en a X qui sont devenus clients, ça a fait tant de chiffre d'affaires. Voilà mon retour sur investissement. Mais je peux aussi filtrer et regarder, OK, tous ceux qui viennent que de Google. Donc là, je prends que la dépense Google, que les leads qui sont venus et qui ont un identifiant Google. Et on peut aller jusqu'à la vente. Donc ça, c'est super intéressant parce que derrière, on peut, de manière assez sereine, piloter son budget et se dire, OK, ce mois-ci, quand même, Google, j'ai pas eu des super perfs. Je vais basculer un peu de mon budget vers Meta, qu'il y a des très bonnes perfs et voir ce qui se passe. Ça me fait un peu penser finalement à la génération de leads qu'on a en faisant les conversions offline, c'est-à-dire de remonter en fait les étapes du cycle de vie du prospect. En fait, là, c'est un petit peu pareil version régie publicitaire, c'est-à-dire que en fait, on va pouvoir se poser la question aussi de la qualité des leads qu'on fait sur Facebook ou sur Google, de se dire ah oui, mais OK, mais c'est bien, j'ai mon coût par lead, mais sur ces leads-là, combien viennent vraiment dans mon magasin, combien viennent vraiment passent vraiment à l'achat, et ce qui permet aussi de probablement avoir des différences entre les régies publicitaires. Oui. D'ailleurs, il y a un truc qu'on avait, etc. voilà. Ouais. il y a un truc qu'on avait fait que je trouvais super intéressant dans les données qu'on peut collecter. En fait, on collecte l'identifiant publicitaire, donc ça nous permet de savoir la source du client, parce que c'est Google, Facebook. En fait, on peut aussi collecter la campagne, enfin le nom de la campagne, le nom de la groupe et le nom de la créa aussi. Oui. Donc, on avait fait des analyses pour savoir si certaines créas ramenaient pas du trafic qui au final n'était pas qualifié, parce que peut-être créa trop agressive ou avec un message peut-être qui vendait un peu trop de rêve, et du coup qui convertissait pas du tout en magasin. Donc ça peut aussi être des analyses qu'on peut faire. On peut aller vraiment très loin dans l'analyse. Je trouve ça intéressant ton parallèle avec le lead, parce que c'est vrai que dans le lead, les boîtes ont peut-être plus ce niveau de maturité d'aller à ce genre d'analyse, mais en fait, ils n'ont pas du tout autant de volume d'achats finaux, parce que c'est souvent, enfin c'est pas souvent, il y a aussi du lead B2C, il y a B2B et B2C, mais en fait, dans tous les cas, vu que tu as souvent des gros paniers moyens, ils n'ont pas tant de ventes que ça. Et donc, c'est dommage parce qu'ils n'ont pas ce côté volume, algorithmique, etc. Ça peut être des cycles Alors plus que, longs aussi qu'en voilà. e-commerce où tu prends rendez-vous et puis tu vas directement le faire, quoi. Alors C'est que ça, donc ça se trouve, ça va jamais être attribué parce que ça va être en dehors de la fenêtre d'attribution, etc. Alors que là, en gros, sur l'achat en magasin, en général, il y a quand même un débit aussi qui est conséquent. Donc, ça veut dire que tu as tout de suite un volume qui est super intéressant pour les analyses, quoi. c'est ça, ce qui permet même, au-delà des analyses, de potentiellement. Enfin, je sais qu'en lead, on fait remonter tout ce qui est MQL, SQL, puis client, mais comme tu l'as dit, comme les paniers moyens sont souvent très hauts et que le cycle de décision parfois peut être très long aussi, ce qui fait qu'en fait, finalement, on se retrouve avec peu de volume sur, par exemple, la conversion, donc la personne qui passe de lead à client, et ce qui finalement, ne permet pas d'optimiser tes campagnes sur cet objectif-là parce qu'il n'y a pas assez de volume, alors que sur une logique plus e-commerçant, enfin en tout cas qu'il y a des boutiques où tu peux acheter directement, on risque d'avoir des volumes beaucoup plus élevés, ce qui permettrait en fait de dire aux algorithmes, je veux plus juste des gens qui prennent une réservation, je veux que tu ailles me chercher les gens qui prennent des réservations et qui viennent en boutique et qui vont acheter derrière. Et donc, encore une fois, si on reparle des signaux algorithmiques, c'est je pense que c'est le signal le plus puissant que vous pouvez envoyer à un algorithme. Ok, ça c'est excellent. Et du coup, demain, comment je fais en fait aussi pour décider de comment je vais allouer mes budgets entre les différentes boutiques que j'ai, parce que là, on a parlé au niveau global, au niveau réseau, donc c'est sûr que si je suis directeur marketing d'un réseau retail, moi, je vais avoir cette vision-là, mais demain, quand je vais me rendre dans la région Pays de la Loire pour aller voir le responsable du magasin de Nantes, qu'est-ce que je lui dis, quoi, s'il me demande, qu'est-ce que tu as fait pour moi, c'est quoi les efforts marketing que vous avez fait, ah oui, j'ai peut-être vu des pubs qui tournent et tout, ça marche bien tes pubs? C'est vrai que c'est là que en fait, je trouve que c'est là que ça devient très puissant. C'est que, OK, d'une part, on peut piloter d'un point de vue macro. Je trouve déjà c'est cool de pouvoir piloter d'un point de vue macro sa stratégie d'acquisition Drive to Store. En fait, on peut aussi descendre sur chaque magasin et donc avoir exactement les mêmes métriques dont on parlait tout à l'heure, donc les métriques classiques de l'acquisition, mais du coup par boutique, et se rendre compte de est-ce qu'on a des boutiques qui surperforment ou sous-performent. Et donc, si on voit qu'il y en a qui sous-performent, là, vraiment rentrer dans le concret de son métier et de se dire, d'accord, mais cette boutique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème d'emplacement? Est-ce que c'est un problème de message dans mes créas? Parce qu'en fait, ça ne s'applique pas à cette boutique pour une raison ou une autre. Et comme on a tout le funnel, on peut savoir si c'est un problème de génération de leads.
Donc en gros, est-ce que cette boutique, elle a du mal, enfin les campagnes ont du mal à faire venir du monde en boutique? Ce qui pourrait sous-entendre, par exemple, que l'emplacement, il n'y a pas assez de gens dans la région, ou etc. Enfin, ou que les gens ne sont pas intéressés sur. Ouais, Voilà. par exemple. Ouais. Ou alors des problèmes de créa aussi. Ouais. Ou alors est-ce qu'on a un problème de conversion dans la boutique? Et là, ça peut être deux choses. Ça peut aussi être la créa, qui peut-être n'était pas claire, et du coup, quand les gens arrivent, je sais pas, ils viennent peut-être pour un produit, au final, il n'est pas dispo dans cette région de la France, ça peut arriver. Ou alors des problèmes de process dans le magasin, où du coup, peut-être que le cycle de vente, le process de vente n'est pas rodé. Donc là, ça peut être super intéressant pour mettre des actions, essayer de rebooster le magasin. Ouais. Et pareil, en fait, par magasin, on peut aussi avoir le split par canal. Oui. Donc peut-être qu'il y a des régions pour lesquelles ça marchera beaucoup mieux sur Google et d'autres régions pour lesquelles ça marchera beaucoup mieux sur Meta. Pour expliquer pourquoi, je ne sais pas. Mais des fois, les comportements sont étranges, mais au moins, on a toutes les infos et on peut piloter ses budgets de manière super fine. C'est marrant, mais c'est finalement, en fait, ça, d'un projet complexe, je trouve que le pilotage devient presque plus simple que ce qu'on fait en online à 100%. C'est-à-dire que en fait, la chaîne, elle est vraiment hyper claire entre, comme tu disais, la partie online puis la partie offline. L'attribution est claire aussi. En fait, on peut vraiment voir où ça coince. Et je trouve que si on arrive en fait à ce niveau de finalement d'avoir un dashboard final avec toutes vos villes, vos dépenses, vos coûts par rendez-vous, le nombre de gens qui viennent, etc. Enfin, en fait, c'est juste poser des hypothèses, mais vous avez déjà la réponse quasiment en regardant le tableau. Quoi. Mais ça, je trouve c'est souvent le cas sur des projets où tu passes le temps à tout construire toi-même. C'est ça que du coup, tu as de l'inertie, il faut des compétences, c'est pas simple. Mais par contre, vu que tu as tout construit toi-même, notamment le modèle d'attribution, derrière, tu as l'impression que c'est limpide et quand tu prends des décisions, c'est pas Meta qui te dit qu'il t'a ramené 3 ventes. Voilà, c'est ça. Tu sais vraiment c'est ça. qu'il y a 3 ventes. Il n'y a pas qui ce côté viennent où Google tire la couette, TikTok aussi, puis Meta, et puis c'est nous, l'arbitre, en train de dire oui, mais là, attendez, parce qu'en fait, là, j'ai du post-view, etc. Là, c'est limpide, tout clair, ça donne envie, quoi. Après, ça donne envie. Décidons de faire comme si l'achat qu'il y avait eu en magasin était comme un achat web. Oui, c'est-à-dire que de base, en gros, on les dupe un peu aussi, parce que on prend les codes du tracking web et puis on les adapte au magasin. Donc, eux, finalement, ils reçoivent un achat et ils le traitent comme s'ils avaient reçu un achat d'un site de e-commerce. Donc, c'est là que c'est fort aussi. Parce qu'en fait, après, pour autant, Meta, tu vois, quand tu lui envoies une conversion d'achat, il te met l'option de lui indiquer que ça provient d'un magasin physique. Donc, les algos sont quand même prêts aussi, c'est important de le dire, ils sont prêts à recevoir des conversions offline. Oui. Même si je pense qu'ils en reçoivent tellement pas assez qu'ils ne le traitent pas c'est sûr. de la même manière. Quoi, mais... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le set up parce que ça demande de se casser quand même un peu la tête. Ou en tout cas d'avoir des gens qui se sont cassés la tête avant pour savoir le faire. Ouais. Ok, et du coup, super intéressant. Et si on termine peut-être sur cette partie-là, parce que là, en gros, on s'est dit, bon, du coup, on a une vision finale, donc on arrive même à savoir par magasin la performance et tout. Si on parle un peu de pourquoi est-ce que c'est si performant, moi, j'ai quand même envie de donner un petit mot aussi sur les aspects créa, tout ça. C'est, en fait, moi, j'ai pu le voir avec pas mal de clients, mais c'est plus simple parce que c'est plus pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils voient plein d'ads tout le temps. Et là, ils voient une ads pour le magasin à côté de chez eux. Donc, en fait, on diffuse juste à côté de chez eux. Et pour autant, il y a très peu de monde qui le fait. C'est-à-dire qu'en fait, combien de fois ça arrive, vous, de voir que, ah oui, le magasin dont vous avez déjà entendu parler en plus, au final, tiens, ils font une pub pour parler d'un truc du moment, donc une actu. Et en plus, vous savez que c'est pas loin. En fait, c'est super fort, quoi. Ça donne trop envie. Enfin, moi, je trouve que c'est super pertinent. En tout cas, moi, j'ai remarqué que dans les ads, on pouvait faire tourner plein d'ads assez classiques, mais à chaque fois qu'on met ce côté local près de chez vous et avec vraiment carrément l'adresse, etc., ça marche. Ça engage encore beaucoup mieux. plus. Ouais. C'est ça qu'à part au cinéma ou à la radio locale, c'est rare de voir la boutique de ton quartier qui est affichée. Ouais. Je pense qu'on s'arrête tous quand tu vois une créa ou dans les 3 premières secondes, tu entends le nom de ta ville, tu restes bloqué pendant les 5 d'après. Quoi. Mais bref, il faut juste réussir à apprendre la personne, mais c'est vrai que c'est tout de suite plus impactant. Enfin, tu t'en rappelleras. Quoi. Donc ça pose des enjeux de scale un peu, parce qu'après, la question de comment tu fais pour avoir autant d'ads sur autant de villes et autant de magasins. Mais ça, ce sera pour un autre épisode, parce que c'est vraiment un sujet à part et tout. Et en tout cas, complexe, le scale de ce sujet, je trouve intéressant parce qu'une fois que tu as tout mis en place, quand même, parce que souvent, on en parlait, mais on met ça en place avec nos clients sur un petit réseau, une petite partie de boutique avant de déployer. On fait un POC. Oui. En fait, ce qui est assez magique, c'est qu'une fois que tout est bien en place, en fait, le fait de rajouter des boutiques, ça rajoute pas une complexité énorme. Ouais. Il y a d'autres sujets dont tu parlais, la créa, comment est-ce qu'on démultiplie, mais par contre, la technique qui est en place, elle bouge pas, c'est la même infrastructure. C'est pour ça que je pense que c'est aussi intéressant si on a des retailers qui ont plus de 100 boutiques et qui se posent la question.
on commencerait pas avec les 100 boutiques directes parce que Non. ça serait, enfin déjà, il faudrait mettre des investissements colossaux ce que probablement l'annonceur ne voudra pas mettre dans un premier test. Donc je pense que c'est aussi important de rappeler aussi que il faut choisir un peu ses combats. Et donc pour choisir ces réseaux, il faut, enfin vraiment les boutiques sur lesquelles on va lancer ce projet, il faut prendre des boutiques dans des sphères différentes. Donc quand je dis sphères différentes, j'entends en fait sur des catégories de villes, on va appeler ça comme ça, différentes. Parce que par exemple, avoir une boutique à Paris ou avoir une boutique dans la Meuse, et ben, du coup, vous n'allez pas du tout avoir le même nombre de personnes autour. Donc potentiellement que c'est possible hein, d'ailleurs que pour certaines boutiques, ça soit peu pertinent finalement de faire de l'ADS dans des zones où il y a moins de personnes parce que il faut aussi que l'algorithme il puisse répondre à la problématique de votre personne au bon moment. Donc peut-être que dans une région où il y a, enfin une ville on va dire où il y a 10-15 000 personnes, bah, c'est fait faut arriver au bon moment, ce qui, comme le bon moment n'est pas forcément toute l'année, bah, peut-être que vous n'avez pas tant d'opportunités que ça, alors que si vous avez la même boutique à Paris, par exemple, et ben dans ce cas-là, il y a quand même de grandes chances que vous ayez forcément des gens qui ont ce problème ou une envie à ce moment-là. Je prends l'exemple, j'avais un client à l'époque dans les centres de réparation d'automobiles à domicile, donc ce qui est en vrai un super business sur lequel d'ailleurs on aurait pu appliquer ça. Bah, il se trouve qu'en fait, alors on n'avait pas mis en place toute cette logique de drive to store parce qu'à l'époque on savait pas le faire, tout simplement. Mais en fait, on avait déjà vu juste dans la génération de la demande que il y a quand même des villes et souvent dans les grandes villes où c'est quand même beaucoup plus simple de générer de la demande que dans des régions où il y a moins de personnes et potentiellement aussi d'autres concurrents. Oui. Et donc c'est, en fait, si je dis ça, c'est que c'est important de pas avoir un biais en se disant ah bah tiens je teste sur 2 villes, ça marche pas, bah ça marchera pour aucune de mes boutiques. Oui, oui. Il faut prendre des boutiques qui sont dans à des niveaux différents et voir en gros est-ce que ça vaut le coup ou pas. Donc, Ouais. par exemple, si on prend un exemple d'un retailer pardon, qui a une centaine de boutiques, il faudrait potentiellement faire le test sur 10-15 boutiques qui sont dans des secteurs différents avant de déployer Oui, oui. le total. Parce que si on reprend ce qu'on a dit aussi, de potentiellement briefer le staff en interne, etc., c'est sûr que vous n'allez pas le faire si derrière, c'est un projet qui va durer 2 semaines et qui va tomber à l'eau, quoi. Il faut quand même, si ça demande des moyens, ça demande aussi qu'on ait prouvé en amont que le POC ait marché, quoi. Ouais. Mais comme on le disait depuis le début, enfin qu'on a essayé de l'expliquer en Mm. tout cas, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup parce que quand on arrive à le faire, du coup, on a un peu Exactement. la machine ultime parce que on a du coup le côté digital où en fait c'est facile d'obtenir un grand volume de rendez-vous pour pas beaucoup d'argent et en plus c'est tangible. Donc ça veut dire que d'un seul coup, on peut commencer à piloter ben voilà, les volumes de réservation Mhm. tous les mois, le coût par réservation, etc. Donc c'est super intéressant. Et dans le même temps, on voit les achats des magasins remonter. Donc, on peut se mettre à piloter par zone géographique, savoir où était le magasin, ça convertit mieux sur Google, sur Facebook, etc. Donc là, du coup, on a vraiment une vision qui est trop bien. Donc, en vrai, enfin, ça vaut le coup quoi, de faire ces Ouais. efforts, même si effectivement, ouais, c'est des projets qui sont très complexes. Mais bon, c'est aussi, on parle aussi d'entreprises qui ont déjà des coûts importants avec ces magasins. Donc c'est vrai qu'en fait, moi je trouve aussi ce qui est intéressant par rapport à la culture e-commerce qu'on côtoie beaucoup, c'est le côté, bah, il y a déjà des moyens aussi souvent à investir parce qu'il y a des charges, il y a des choses qui tournent. Donc en fait, à partir du moment où tu arrives à prouver que ton magasin d'un seul coup il est Ouais. plus rentable, que tu l'exploites mieux grâce à ça, bah, c'est vrai que c'est plus facile aussi de justifier les investissements. Donc c'est la phase préliminaire en fait qui est complexe où il faut bah, voilà, réussir à aller au bout. Moi, enfin pour donner aussi pour être transparent, enfin la partie que moi j'ai pu faire plusieurs fois, qui est complexe, c'est le début quoi. C'est vraiment réussir à traquer la partie des ventes offline parce que bah, ça implique souvent de mobiliser une équipe IT parce que nous on va pas prendre la main sur le système de caisse quoi clairement. Puis on n'a pas vocation à ça. Et puis en plus, il y a plein de technos différentes. Donc Ouais. on n'arriverait jamais en fait à être pertinent sur tout. Et donc du coup, bah, faut se coordonner, faut être capable d'expliquer pourquoi on fait ça, etc. Et souvent, vu que c'est des métiers très techniques, ça leur paraît tellement loin les problématiques marketing comme nous on les envisage, c'est-à-dire de transformer un achat physique en achat web avec genre des nomenclatures GA4, etc. pour que ça puisse être bien reçu par Meta et tout. Enfin, des fois, c'est lunaire. Enfin, moi, j'ai eu des discussions qui étaient un peu lunaires.
Mais le truc, c'est que quand ils arrivent, au final, eux-mêmes aussi, ils sont trop contents parce que. Ouais, après, ils ont Ouais. aussi l'avantage de rencontrer les plus geeks d'une agence Oui, voilà. plus marketing en nous croisant. Donc, souvent, on arrive à se comprendre quand même. Oui, ça finit par super bien C'est se ça. passer en général, une fois qu'ils ont bien compris ce qu'on voulait faire. Mais ouais, en tout cas, super intéressant tout ça. Et je trouve ça important peut-être aussi de rappeler que là, sur tous les projets qu'on a initiés en Drive to Store avec nos clients, même si c'est des gros projets, qu'il faut que tout le monde s'y mette, il y a l'inertie, il n'y en a aucun qui a échoué. Oui. En fait, on a Oui. toujours réussi à Ouais. trouver une manière de traquer, on a toujours trouvé une manière de récupérer les infos de la caisse. Ouais. Donc, c'est quand même plutôt bon signe. Puis je Oui. pense qu'il n'y a aussi aucun échec dans le sens, même au-delà de la technique, dans le sens où on s'est dit, en fait, ce projet n'a pas marché. Oui. Je pense qu'il n'y a aucun de nos clients sur lesquels on l'a fait qui s'est dit, j'aurais pas dû le faire. Ouais. Au contraire, je pense qu'ils se sont sûrement dit, j'aurais dû le faire il y a 2 ans. Oui, c'est même en vrai, moi, les stats dont on parlait au début, là, sur pourquoi un magasin il est plus fort, moi, je les ai vérifiés, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un meilleur taux de conversion et on a un meilleur panier moyen, quoi. Enfin, effectivement, c'est pas non plus si cher que ça, le lead. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on a comme, on le disait, comme action web, là, qu'on a réussi à trouver comme idée pour que ça fonctionne bien pour sa marque. Mais en vrai, il y a quand même moyen que ce soit pas si cher que ça. Il faudrait faire un exercice, tu sais, où on dit 20 exemples de boîtes différents et puis on a Oui, 2 minutes voilà. pour trouver un mécanisme. Bah oui, Juste non, pour mais aller loin, carrément, c'est sûr. Ouais. carrément. Ça, Mais c'est bien quand ça vient de la personne avec qui tu travailles, parce que souvent, c'est eux qui ont les meilleures idées, Ouais. quand même. C'est ça. Mais ouais. Donc, ouais, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, donc, le retail, il y a des difficultés. Donc, ça a peut-être poussé certains retailers à aller online. Mais au final, online, c'est pas tout rose non plus. Il y a aussi des difficultés. On a un taux de conversion qui est plus faible. C'est la guerre du clic. Il y a de plus en plus d'investissements, donc tout coûte plus cher. C'est difficile de convertir aussi parce que les gens, ils ont très peu de temps accordé à votre marque une fois qu'ils sont sur votre site. Et donc, du coup, la meilleure idée, c'est d'allier les deux, hein, surtout pour ceux qui ont déjà des magasins. Donc, de réussir à trouver le moyen, comme on l'a dit dans la deuxième partie, de faire en sorte qu'on ait un bout de parcours online, puis du coup qu'on associe la partie offline à ce bout de parcours online pour pouvoir traquer et en fait être certain, attester que oui, la campagne qu'on a lancée, contrairement, comme tu le disais, Jules, aux campagnes natives Drive to Store qui sont proposées par les régies où c'est pas possible, là, on peut vraiment attester qu'il y a bien eu un rapport entre le parcours online et le parcours offline. Et puis après, ça ouvre plein de voies sur... En fait, après, c'est que le début, en fait. C'est le début de l'aventure. Tout ce qu'on peut faire en e-commerce pour optimiser par créa, par campagne, etc., là, on peut. Et en plus, on peut le faire par magasin. Donc, ça ouvre un nouveau champ de possibilités. Puis, on ne se rend pas compte comme ça parce qu'en e-commerce, on pense vraiment France entière. Alors, mais en fait, chaque ville, c'est un petit marché. Hein. Il y a des centaines de milliers de personnes. Donc, avant d'arriver au bout, ça peut durer super longtemps. Et on peut vraiment grossir pour atteindre le plein potentiel de chaque magasin. Ce qui, en fait, est impossible à faire sans le digital, au final. Ouais, c'est vrai que des fois, on parle de plafond de verre en e-commerce. On en a parlé dans le premier épisode. Les boutiques, elles ont aussi un peu ce plafond de verre. Parce que moi, par exemple, mon père était entrepreneur. Il avait un magasin physique. Et il m'a toujours dit, le plus important, c'est l'emplacement, la zone de chalandise, le parking. Et c'est vrai. Mais en fait, une fois qu'on a exploité tout ça, tous ces gens qui passent devant la boutique tous les jours, il faut quand même trouver d'autres leviers pour faire venir plus de monde. Donc, au final, c'est des sujets qui ont beaucoup, beaucoup de potentiel. Et j'ai envie de dire, au final, c'est que la toute première brique, puisque là, en fait, on a des achats qui remontent, mais le parcours, il est complexe, parce que là, on a parlé juste, en fait, d'une réservation en ligne et d'un achat en magasin. Mais il y a peut-être plein d'autres étapes qu'on pourrait être amené à vouloir traquer et qui pourraient permettre d'être encore plus fin dans l'analyse. Donc, je ne sais pas si Lilian, tu as quelques idées à ce sujet. Carrément. En fait, on en parle souvent que les parcours d'achat ils sont de plus en plus complexes. On en a parlé un peu au début, que les gens ils font des recherches en ligne. Après, ils vont en magasin. Des fois, ils sont dans le magasin, ils recherchent en ligne et puis ils commandent chez eux quand ils rentrent. En vrai, ça devient super compliqué. Et du coup, les retailers, à mon avis, qui arrivent à très bien maîtriser le digital et à tirer le meilleur à la fois de leur magasin physique, mais aussi du online, du coup, c'est ceux qui, demain, seront les plus à même de capter un maximum de conversion. Et du coup, le fait de construire une stack technique comme celle-ci pour ce besoin du Drive to Store, en fait, ça ouvre la porte à rajouter plein de briques pour créer de vrais parcours omni-canaux. Et du coup, en fait, de proposer des expériences d'achat qui sont ultra stylées. Par exemple, de savoir que un consommateur, il est allé sur le site, il a regardé tel et tel produit, il les a ajoutés au panier. Ensuite, il est venu en boutique, il les a vraiment achetés.
Bah, ça, on n'est pas capable de le faire si on n'a pas développé toute cette stack technique. Et demain, bah, on peut imaginer des parcours CRM avec de l'emailing, du SMS super pertinent en fonction de ce qu'ont fait les clients ou les prospects. Voilà. Bien, sur ces belles paroles, vous avez compris, c'est des sujets qui sont super intéressants et où on peut aller très loin. Et avant ça, bah, il faut construire cette première brique. Donc, si vous avez besoin d'aide sur ça, ou même si vous envisagez peut-être d'y aller, bah, prenez contact avec nous et on peut vous aider à au moins faire une étude de faisabilité pour voir qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, qu'est-ce qu'on peut déjà utiliser, que vous avez mis en place avec vos équipes, et qu'est-ce qu'il faudrait construire. Et on peut évidemment, chez Kudak, vous aider à ça. Donc, contactez-nous si vous avez besoin.